Voici l'enregistrement. Aléa du direct, on reprend. Globalement, l'actif et le passif, quelle est la différence entre les deux? Je vais avoir mes revenus à la fin du mois, que je sois salarié, indépendant ou retraité. Je vais utiliser ces revenus pour dépenser des produits de consommation de la vie courante, peut-être des charges aussi incompressibles, hein, mon crédit auto ou mon crédit de maison. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir du coup une dépendance financière de mes revenus et surtout une dépendance de mon passif. Si j'ai une augmentation de salaire, j'ai peut-être une voiture un peu plus importante, mais du coup des frais qui vont avec et tout ça en fait va être un cercle non vertueux vers ma dépendance de mes revenus. En contrepartie, je peux utiliser mes revenus vers des projets d'actifs. Donc c'est quelque chose tout simplement qui est amené à se revaloriser pour justement mon indépendance financière. Et donc, en fait, le but, hein, que ce soit pour des revenus complémentaires, pour préparer les études des enfants ou autre, en fait, au bout d'un moment, je vais avoir des revenus résiduels, hein. Donc, résiduels, pourquoi? Parce que mon actif sur lequel j'ai investi pendant plusieurs années va me donner des revenus complémentaires indépendamment de mes revenus initiaux. C'est ce qu'on appelle l'effort passé. Globalement, ça, on peut aussi l'appliquer sur le domaine de l'entreprise. Une entreprise traditionnelle va être dépendant de ses ventes. Par exemple, Darty, sans les citer, hein, vont devoir se renouveler, vont faire de la promotion marketing, de la recherche notamment, pour avoir une attractivité sur de la nouvelle clientèle. L'autre type d'entreprise, eh ben, en fait, c'est le fonctionnement lié au relationnel. C'est-à-dire qu'au début, hein, je vais peut-être avoir besoin euh, d'avoir en fait une visibilité sur les marchés, sur un besoin client. Sauf qu'en jouant sur la relation et la recommandation, au bout d'un moment, en fait, l'actif va se joindre sur ma recommandation. Et donc, je ne vais plus être dépendant de ma situation commerciale. Donc ça, c'est un peu en fait les deux catégories d'entreprises liées à l'actif passif. Si je reviens, avant de parler de fiscalité, hein, au métier de conseil, il est très important. Pourquoi? Parce que premièrement, il va être contrôlé. Ils vont demander par exemple tout ce qui va être des habilitations. Chaque habilitation, hein, va me permettre d'avoir une proposition en architecture ouverte sur l'ensemble des solutions. L'immobilier, IOBSP pour tout ce qui va être crédit bancaire, agent lié SIF pour ce qui va être produit spécifique et MIA par exemple pour la partie assurance. Également, en fait, tout conseiller doit avoir des engagements hein, de confidentialité de données, se renouveler chaque année pour sa partie formation continue. Hein. Également, pour la partie conseil, avoir une éthique de produit et bien sûr faire un suivi de ses clients et s'adapter à la personne. Également, métier très réglementé, notamment par les autorités de contrôle, hein, les plus connues hein, que l'autorité des marchés financiers, la CPR, qui est un peu, j'aime bien dire, les gendarmes de la Banque de France, et également, par exemple, il y a certaines associations. Je fais partie de l'ANACOFI, c'est un peu l'ordre des médecins, version conseiller financier. L'approche patrimoniale, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Aujourd'hui, certes, on va parler de solutions, mais en réalité, hein, le plus important, c'est de faire un point, un audit personnalisé de sa situation. Quelle est ma situation personnelle, professionnelle et évidemment financière. Va ensuite, une fois que j'aurai listé mes objectifs, je vais euh, avoir en place des solutions patrimoniales qui me correspondent. Je vais être accompagné sur la mise en place et évidemment le suivi, chose la plus importante dans le temps, parce que ma situation peut changer et les produits doivent être adaptés. Entre l'étape 1 et l'étape 2, il y a ce qu'on appelle tout simplement une étude patrimoniale, une étude sur mesure qui va me permettre d'être accompagné par rapport à mon besoin. Mais du coup, quel besoin? En fait, ça va être en fonction de la situation de la personne. Est-ce qu'elle a des projets court terme, moyen terme, long terme? Donc peut-être retraite, peut-être un mariage dans 5, 6 ans, ou peut-être payer les études des enfants qui arrivent dans 2, 3 ans. Et en fait, je vais devoir adapter aussi mon portefeuille par rapport à ces projets. Donc, comment les adapter, hein? Je vais utiliser l'épargne bancaire pour tous mes projets court terme. Alors oui, l'épargne bancaire, c'est un sujet, hein, on le sait, depuis notamment au mois d'août, ça a baissé encore les livrets, mais parce que
L'objectif, c'est l'argent disponible. La rentabilité, elle se fait sur l'actif, donc sur le moyen et le long terme. Le moyen terme, c'est tout ce qui va être, par exemple, plan épargne entreprise, PEA, assurance vie, etc. Et le long terme, tout ce qui va être retraite ou immobilier. Je vais donc pouvoir faire un état de ma situation, de mon stock, mais aussi de mon flux. Mon flux, ça va être combien je suis prêt à épargner par mois pour mes objectifs patrimoniaux. Est-ce que je ne peux pas mettre un bout de ce flux, 50, 100, 500 euros, vers du moyen et du long terme au lieu d'emmagasiner sur mes livrets bancaires et de faire la procédure ensuite. Pour ce qui va de l'audit patrimonial, et ben en fait, c'est simple. On va regrouper tous mes effets de levier, l'épargne, la capacité de crédit et mon impôt. En fait, ces effets de levier vont permettre de préconiser des solutions patrimoniales. Il y en existe plusieurs. Les placements financiers, la SCPI qui est un peu l'immobilier partagé sans contrainte, l'immobilier locatif et bien sûr la prévoyance. Si je prends en compte une architecture ouverte, c'est-à-dire que je ne vais pas être adossé à une agence, je vais pouvoir par exemple proposer multiples solutions suivant ma catégorie de clients. Beaucoup de placements, assurance PER, SCPI par exemple, et immobilier avec toutes les formes et réformes du moment par rapport à. Également, on peut jouer sur la réduction d'impôts, etc., etc. Là, les nouvelles, par exemple, LLI de Normandie, Malraux, voilà. C'est pas le sujet de la conférence, mais c'est montrer en fait qu'on s'adapte au marché. Le conseiller, lui, premièrement, si je prends l'exemple de l'immobilier parce que ça parle à tous, il va être au centre, en fait, de la situation. Il va donc parler, en fait, le jargon de chaque métier. Donc, pour le client, il va, en fait, se reposer sur une seule personne qui va lui faire l'étude sur mesure, l'accompagnement chez le notaire, trouver le bon produit, le financement, etc. Point important, l'étape 4, comme je disais, ça va être le suivi. Parce que oui, ma situation peut changer. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est toujours revoir, par exemple, son conseiller une à deux fois par an pour justement faire un point de ma situation. Et avec justement l'optique de relationnel, je vais naturellement recommander ce conseiller à plusieurs personnes, ce qui va lui permettre notamment de ne pas facturer d'honoraires et en fait, cercle vertueux entre les rendez-vous de qualité et la recommandation. C'est pour ça que j'ai fait le choix personnel, par exemple, alors je prends mon cas, en fait, de ne pas faire de carte de visite, pas de phoning, tractage, site internet. Si aujourd'hui vous êtes connecté, en fait, c'est que vous me connaissez ou alors une personne vous a invité. Globalement, pour le modèle économique, avant de partir sur la partie fiscalité, j'ai fait le choix, donc du coup, il y a maintenant plus de 3 ans et demi, de rejoindre en fait un réseau d'indépendants qui me permet justement, depuis, donc réseau qui existe depuis plus de 33 ans maintenant, en fait, d'accéder à une force commune en fait sur le marché, notamment pour tout type de situation de clients, donc que ce soit sur l'immobilier, pardon, les placements et le financement, d'avoir une gamme ouverte à chaque personne, ce qui me permet justement d'avoir un conseil éthique et en architecture ouverte. On a été assez bon sur la première introduction. Donc là, c'était un peu pour faire un récapitulatif. Qu'est-ce que le métier de conseil? Maintenant, place en fait à l'environnement fiscal. Et avant de parler de solutions, d'investissement et d'optimisation, on va faire un point sur justement l'impôt. L'impôt, premièrement, il faut en fait faire le comparatif entre l'optimisation, l'évasion, la fraude. C'est deux aspects différents. Aujourd'hui, on parlera que de l'optimisation, donc désolé pour vous, parce que oui, tout ce qui va être évasion, fraude, c'est quelque chose d'interdit, d'irrégularité justement. Bon, admettons, il y a quelques erreurs qu'on puisse faire sur la déclaration. Voilà, donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est juste pour remettre un point sur ce qui existe. Mais aujourd'hui, on parlera bien d'optimisation. Deuxièmement, en fait, l'imposition. Alors, je ne sais pas vous, mais globalement, il est subi et opaque. Subi dans quel sens? On le sait tous, l'imposition, il y a une forte imposition en France, et opaque dans le sens où on ne sait pas trop où va être investi l'impôt récupéré. On sait qu'il y a une grande taxe par rapport à ça.
Parce qu'en réalité, hein, il faut savoir que l'État, en fait, ils font beaucoup de choses. En fait, ils peuvent pas être professionnels de chaque partie, notamment en termes d'accompagnement. Donc, en fait, d'utiliser les fonds récoltés au bon endroit. C'est pour ça que on peut décider, en fait, de maîtriser cet impôt dans un premier temps. C'est-à-dire que je peux décider de déjà comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, mais aussi d'orienter cet impôt vers des solutions sur lesquelles, par exemple, je peux avoir des convictions. Parce que justement, pour ça, hein, comme l'État en fait n'est pas professionnel, par contre, il met en place plusieurs dispositifs pour justement rediriger, flécher l'épargne des Français vers euh, un besoin donc économique ou opportunité géographique. Par exemple, on va avoir des avantages fiscaux sur tout ce qui va être dom-tom ou la construction de nouveaux logements. Beaucoup peut-être savent ici, il y a beaucoup de réformes sur la partie logement en France, anciennement le Pinel hein, qui a fini, et ben en fait, il y en a d'autres qui existent parce qu'il y a continuellement un besoin de construction. Également, investir par exemple dans des startups, ça peut être aussi un point d'avancement pour l'État dans la retraite. On le sait tous aussi, la problématique retraite, c'est un point, un sujet très très important. Et ben en fait, l'État met en place des choses pour flécher l'épargne, délivrer un vers justement des projets retraite. Si je fais un point sur les prélèvements obligatoires, eh ben oui, très important en France, hein, on estime à peu près 45% du PIB, et notamment avec, voilà, depuis 2017, eh ben, ça a dépassé le 1000 milliards d'euros de cotisations au global, avec voilà, beaucoup de cotisations sociales, TVA et prélèvements sociaux. En réalité, ben, en fait, sur l'ensemble de l'assiette, on va travailler seulement sur 7%, parce que 7% représente l'impôt sur le revenu. En fait, sur cette partie-là, où on a justement une valeur ajoutée. Avant de parler de la suite également, ben en fait, on va voir l'impact de l'imposition sur un produit d'investissement. En fait, souvent, hein, on peut avoir une opportunité, un rendement qui nous est affiché assez intéressant. En fait, si je ne fais pas l'audit, l'étude complète, en fait, en réalité, le rendement peut être euh, sacrément, comment dire, euh, enlevé, quoi. Par exemple, prenons alors un exemple un peu grotesque de l'euro qui double chaque année. Je décide de mettre 1 euro et j'ai à la fin de l'année 2 euros. Donc là, super. Deuxième année, mes 2 euros deviennent 4 euros, etc., etc. Si je me projette sur 20 ans avec cette mécanique des intérêts composés, en fait, ça me ferait 1 million d'euros à peu près. Maintenant, si je prends exactement donc ce même produit, hein, bah, très très intéressant, mais cette fois-ci, je l'applique avec de la fiscalité, par exemple 33%, et bah justement, cela va avoir un impact exponentiel. Pourquoi? En fait, mon euro devient 1,66 €, très bien. Mais par contre, cet euro 66, pareil, 1,66, etc., etc. En fait, sur 20 ans, cela me ferait 25 000 euros. Alors oui, l'écart est énorme parce que, en effet, hein, tout produit doit avoir une réflexion au global. Maintenant, on va apprendre justement à décortiquer comment fonctionne l'imposition, notamment bah, ma feuille d'imposition, comment est calculé mon impôt. On va prendre l'exemple, un exemple assez simple, de Pierre. Alors, Pierre, il est célibataire et il a un revenu net imposable, donc sur toute son année en cours, de 31 500 euros. Pierre est célibataire, il a donc une part. Pour ceux à qui ça ne part pas, on va avoir un nombre de parts en fonction du nombre de personnes du foyer fiscal. Par exemple, si je suis marié, j'ai 2 parts. Si j'ai un enfant, cela me rajoute 0,5 parts par enfant, etc. Donc Pierre est célibataire, il a donc une part. Son calcul d'impôt va donc être 31 500 euros divisé par mon nombre de parts, donc 31 500 euros. Très bien. Maintenant, on va avoir un barème progressif de l'impôt. Donc là, je vous ai mis celui de 2025, par exemple. Donc je dis bien barème progressif. Pourquoi? Parce que chaque personne va avoir, en fonction de son revenu net imposable, une tranche marginale d'imposition. Elle est affichée d'ailleurs sur votre avis d'impôt. Celle de Pierre est de 30%. Donc on pourrait penser que Pierre va payer 30% de ses revenus. Non, parce que c'est bien un barème progressif. Pourquoi? En fait, sur ses premiers revenus, de 0 à 11 497 euros,
Pierre va payer 0% d'impôt. Sur la deuxième tranche, donc de 11 498 à 29 395, il va payer 11%. Et donc, il va payer 30%. Donc, on voit bien que là, il est dans cette tranche-là, hein. En fait, il va payer simplement la différence. Donc, simplement ce qui va rester jusqu'à 31 500. Dans son cas, ça fait 655 euros, pardon, au total, 2615 euros. Donc ça, point important, hein. Donc ça, je le redis parce que ouais, je l'ai déjà entendu dans mon ancienne vie de salarié, la machine à café notamment. En fait, si votre supérieur veut vous augmenter et que vous avez fait votre calcul, vous allez dépasser de tranches, en fait, c'est pas très grave. Ça va juste augmenter de quelques euros. Donc, acceptez l'augmentation. Maintenant, parlons de l'avis d'impôt. Donc là, on va prendre une étude de cas réelle, donc de Pierre, qui maintenant il s'est marié, il a même fait deux enfants. Donc là, vous le voyez hein, en haut à gauche, on voit qu'il est marié, il a deux enfants. Il a donc en fait trois parts. Vous voyez en haut à droite. Donc, on va avoir déclarant 1, déclarant 2, donc Pierre et sa femme, avec toujours hein, un abattement en fait sur le revenu net imposable, sur le revenu, pardon. Et donc, je vais avoir un revenu total. Je vais avoir également, premièrement, une possibilité de déduction d'impôt. J'aurai en deuxième cas la réduction d'impôt et à la fin en crédit d'impôt. C'est bien dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que la déduction d'impôt va me permettre de gommer une partie de mon assiette imposable. Donc ces fameux 90 000 euros. Dans le cas de Pierre et sa conjointe, ils ont versé, par exemple, sur un plan retraite, ils ont donc déduit une partie de leur assiette. C'est la première solution. Ils auraient pu faire autre chose. D'autres exemples, ça peut être des frais professionnels, une pension alimentaire des enfants, etc. Deuxième chose, on va pouvoir aller chercher cette fois-ci de la réduction d'impôt. Donc la réduction d'impôt, hein, je peux aller chercher jusqu'à la totalité de mon impôt, mais je ne peux pas descendre en dessous. Je ne peux pas aller à moins que zéro. Donc là, dans l'exemple de Pierre et sa femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pas mal de choses, hein. Ils ont investi, par exemple, dans un FIP dans les DOMCOM. Donc, ils ont investi dans des sociétés non cotées. On reviendra dessus tout à l'heure. Et pour cela, en fait, ils ont eu une réduction d'impôt. Ils ont également eu des frais de scolarité et ils ont fait un investissement immobilier, Pinel. Donc, ça leur a fait aussi une réduction d'impôt. Bah, qu'est-ce qu'on peut voir hein? En fait, ils ont bien travaillé. Ils ont même justement voilà, quasiment gommé pardon, la totalité de leur imposition. Maintenant, place au crédit d'impôt. Donc, on pourrait se dire, bah, en fait, il reste que 500 euros. Bah, en fait, non, parce que le crédit d'impôt, donc oui, pardon, réduction d'impôt, je suis allé un peu trop vite. Réduction d'impôt, hein, on peut rajouter donc tout ce qui va être don, bon, ils avaient déjà tout fait, hein, tout ce qui va être don, l'immobilier souvent, et réduction autre. Je reviens sur la partie crédit. Crédit, la particularité, c'est qu'en fait, c'est une autre catégorie où justement je vais avoir un chèque des finances publiques. Donc en fait, même s'il me reste 500 euros, je peux avoir par exemple plusieurs crédits d'impôt, par exemple en emploi de salarié à domicile. Donc en fait, dans le cas de Pierre et sa femme, ils sont passés de 12 000 euros à peu près d'impôt hein, à moins 1000. Donc en fait, ils vont recevoir un chèque en fin d'année au lieu d'avoir en fait les 4 mois pour ceux qui l'ont ici dans la salle, septembre, octobre, novembre, décembre, le rattrapage souvent qu'on peut avoir. Donc ça, c'est voilà, pareil, en frais de garde d'enfants, employés à domicile, etc., etc. Globalement, maintenant qu'on a compris comment fonctionne l'impôt, ben, en fait, il faut savoir qu'il existe bon nombre de solutions qui me permettent de les optimiser. Donc, ces solutions hein, sont validées et mises en place par l'État, hein, comme je le disais, en fonction du besoin. Il va être adapté aussi d'année en année, hein. On l'a vu hein, sur le Pinel qui est fini, sur ceux qui connaissent hein, le Girardin qui est de plus en plus compliqué, etc. Dans cette conférence d'aujourd'hui, bah, en fait, on parlera de deux produits, le PER et le FIP FCPI. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, si je devais tout présenter, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de monde que ce soir qui se serait connecté parce que la conférence aurait duré beaucoup plus de temps que prévu. Globalement, je mets un petit point d'exclamation sur l'imposition parce que souvent, en fait, on se concentre sur aller réduire le plus possible d'impôts avant de comprendre si ce projet qu'on va mettre en place, il est en adéquation avec ma situation. Parce que oui, avant de commencer, il faut comprendre plein de notions. Est-ce que j'en suis éligible?
Est-ce que j'ai assez de trésorerie disponible que je n'ai pas besoin pendant quelques années pour pouvoir investir? Est-ce que la fiscalité à la sortie, je l'ai étudiée? Est-ce que ça correspond à mon horizon de placement? Etc., etc. Je dois vraiment adapter en fonction de mon projet. Et comme je le dis, hein, l'impôt, c'est simplement un effet de levier supplémentaire, mais c'est pas du tout une fin en soi. Passons maintenant à la partie solution avec la première, le mécanisme one shot, le capital investissement ou private equity pour ceux qui connaissent. Globalement, en quoi ça consiste? Je vais investir dans du capital non coté en bourse pour aider en fait des entreprises type très petites entreprises, PME ou grandes entreprises pour leur développement, en fait, pour un peu passer le cap de plus dans justement leur situation financière et de développement d'entreprise. Ce qu'on va retrouver, ça va être deux types de fonds. On va avoir le FCPI, donc Fonds commun de placement en innovation, et le FIP pour la partie proximité. Alors le premier, ça va être des entreprises qui vont répondre à un cahier des charges pour être éligibles, notamment pour toute la partie justement répondre à des besoins dans l'innovation, de recherche-développement, ou alors des projets en cours là-dessus. Pour la partie proximité, hein, donc cette année, ça va être par exemple seulement sur la partie dom-tom, donc des besoins en fait de nos régions d'entreprises qui se développent en fait sur les régions en outre-mer. Globalement, le projet va être bloqué de 7 à 10 ans et je vais pouvoir, bien sûr, comme tout autre projet, avoir quelques euh, cas de déblocage anticipé, le décès, et aussi certains cas d'habilité de souscripteur ou du conjoint. Point important, du coup, comme vous l'avez vu au début, on est bien sur du non-coté. Donc, ce qui va me permettre, en réalité, hein, de diversifier. En fait, si on a déjà fait de l'immobilier, des placements sur certains produits financiers, mais aussi également, ça va me permettre, en fait, de toucher une nouvelle classe d'actifs et donc de rediversifier mon patrimoine en comparaison de ce qui se fait euh, la plupart du temps. Également, je vais pouvoir l'adapter en fonction de profil et par rapport à ce que j'ai déjà fait. Prenons l'exemple cette fois-ci d'un contribuable qui paye 10 000 € d'impôt. S'il investit justement sur cette année sur le FCPI, et en fait, il va avoir 22,5% de réduction d'impôt. Donc, pourquoi je dis cette année? Parce qu'en fait, ça va dépendre en fait des lois. Donc là, c'est la loi Finance 2025 qui remet à jour à chaque fois les conditions de financement et les réductions. Donc, dans ce cas-là, il va avoir, par exemple, pour 10 000 €, en fait, l'année N plus 1, immédiatement 2 250 € de réduction d'impôt. Donc, si je fais le schéma de trésorerie, qu'est-ce que ça ferait? Je vais avoir moins 10 000 la première année, plus 2 250 l'année prochaine, mais je vais récupérer mes 10 000 € dans 7 ans si je n'ai pas de revalorisation. Donc, c'est-à-dire que si les entreprises aidées, en fait, elles sont flattes. Point important, le fonds accessible dès 675 € d'impôt. Je vais avoir une durée de vie à partir de 7 ans et prolongeable potentiellement 3 fois. Pourquoi prolongeable? En fait, ça va dépendre de la situation du marché. Le fonds, hein, le fonds peut choisir, par exemple, de pousser un an ou deux parce qu'il anticipe une potentielle revalorisation pour les investisseurs. Par exemple, je fais une petite parenthèse pour certains fonds qui devaient sortir sur la période Covid. En fait, il y avait pas mal de fonds qui ont été poussés d'un an ou deux pour aller chercher justement de la performance parce que ça tombait pas le bon moment, quoi. Donc voilà. Également, point important sur la classe d'actifs en général du private equity, bah, premièrement, vous l'avez compris, hein, on n'est pas sur les marchés cotés. Donc, on va être décorrélé de ce qui se passe sur les marchés. Pour ce qui est du côté performance, en fait, globalement, ça surperforme les autres classes d'actifs, que ce soit l'immobilier, que ce soit, je vous ai mis un exemple du CAC 40 parce que c'est ce qui parle en France, mais également, hein, si je prends le CAC All Tradable, ça va être toutes les entreprises cotées françaises, pour faire simple. En fait, pareil, hein, le potentiel de rendement annuel, il est entre 2014 et 2024, il a été de à peu près de 12% annuel. Donc, ce qui va permettre en fait d'aller chercher une diversification, mais à un rendement très intéressant. Également, il y a plusieurs types de capital investissement. On peut avoir des entreprises qui se lancent, donc qui sont encore en phase de R&D, hein, ce qui va être les love money. Il y a aussi
ce qui se fait souvent, hein, le crowdfunding, c'est entre, voilà, le projet a été lancé, mais il n'est pas encore créé. Et puis après, on va avoir tout ce qui va être premier succès. Et puis après, les entreprises, donc décollage, maturité, etc. Donc en fonction du développement et de la situation de l'entreprise. Et ben justement, en fait, nous, on va aider essentiellement des entreprises qui sont déjà dans ce capital développement. Donc en fait, en termes de risque, on fait le travail, hein, justement d'accompagnement et non pas en fait de promouvoir un projet avec justement potentiellement, c'est là où il y a le plus de risques. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais investir à ce moment de marché? Et je vais du coup sous un pot commun avec beaucoup d'investisseurs, hein. Donc on va faire comme si je remplaçais la banque. Je vais en fait investir sur plusieurs entreprises pour qu'elles se développent. Donc, qu'est-ce qui va se passer les premières années? Elle va évidemment investir dans des bureaux peut-être, dans de la R&D, dans euh, des participations d'entreprises, mais aussi dans du recrutement. Donc, en fait, les premières années, c'est pour ça qu'on appelle souvent ça, hein, la fameuse courbe en J dans le capital investissement, parce qu'on va avoir une première année où on va avoir que de l'investissement. Donc, la valeur liquidative de mon produit va naturellement baisser. Par contre, c'est pour ça que la durée de vie, elle se fait de 7 à 10 ans. On va avoir un rebond, en fait, lié à tout cet investissement, un retour sur investissement. Et puis après, on va avoir plusieurs phases de revente, petit à petit, revente des parts au fur et à mesure. Pour justement vous donner un peu plus de visibilité, je vous ai mis alors un tableau. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres. C'est pas le but de ce soir, pardon. C'est justement un l'historique en fait d'un partenaire, en fait voilà, qui est plus que reconnu sur la place du marché, avec lequel je travaille essentiellement, qui depuis justement 2020, depuis 1999, pardon, depuis 25 ans, accompagne des entreprises dans leur développement. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut voir, hein? Que justement, alors certes, il y a la fameuse carotte fiscale, mais c'est pas tout. Comme je le disais, il faut se concentrer sur le projet. Et si je prends en compte les anciens millésimes, donc c'est un peu comme le vin, hein, il y a des millésimes chaque année ou plusieurs projets par an, en fait, il va être liquidé au bout de 7 à 10 ans. Donc en fait, si je regarde mes millésimes de 2005 par exemple à 2014, donc sur les fonds liquidés que vous voyez, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la performance ici qui a été faite très intéressante. Donc là, on voit un 100%, 50%, 125%, 200%. Mais en fait, ça, c'est sans ma réduction d'impôt initiale. C'est ça qui est important. Et ensuite, on va avoir les fonds qui ne sont pas encore liquidés. On voit également des fonds dans le négatif. On va dire, ah mais Arnaud, du coup, là, on voit pas mal de fonds négatifs, notamment à partir de 2020-2022. Parce que oui, en fait, on est dans la fameuse courbe en J en période d'investissement. Donc voilà, donc bien choisir en tout cas l'historique des partenaires. Mais en tout cas, là, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée quand on a un retour d'expérience sur justement ces valeurs d'entreprises accompagnées qui font en fait la performance sur le long terme. Je peux également prendre exactement, donc là c'était plutôt un exemple de FCP, donc partie métropole. Euh, je peux prendre le même exemple pour la partie outre-mer. Alors je sais que à la partie outre-mer, hein, ça peut être compliqué certaines années. Là après c'est bien étudié en fonction des millésimes. Là c'est juste pour vous expliquer en fait ce qui est possible de faire aujourd'hui. Donc là, hein, la partie outre-mer, elle est accessible avec 30% de réduction d'impôt au lieu de 22,5. Ce que je vais vous présenter là-dessus, c'est pas forcément le produit, mais plutôt une mécanique qu'on peut mettre en place. Alors oui, avec du outre-mer, mais aussi avec le fonds que je vous ai présenté juste avant. Je vais pouvoir enclencher ce qu'on appelle une pompe à FIP. Pourquoi? En fait, je vais faire l'effort pendant 7 ans d'investir sur plusieurs millésimes chaque année. Donc, je vais faire dans l'exemple, hein, admettons, Pierre, il investit 5 000 euros par an pendant 7 ans. Donc là, hein, si je prends l'exemple de l'outre-mer, ça lui ferait 30%, donc 1 500 euros par an. Bon, pendant 5 ans, il investit 5 000 euros, sauf que au bout de 8 ans, il va récupérer le premier millésime. Admettons, tous les millésimes sont flat, donc 0% d'augmentation. Et en fait, il va pouvoir récupérer ces 5 000 euros et donc réinvestir sur le huitième. Sauf que, vous avez compris, pas d'effort de trésorerie la huitième année. Et donc, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il s'est enclenché un effort d'épargne de 5 000 euros sur 7 ans, mais qui va lui permettre d'avoir un 1 500 euros à vie de réduction d'impôt si je prends l'exemple de l'outre-mer. Et ça, en fait, je peux l'adapter à pas mal de projets, notamment en capital investissement.
ce qui se fait beaucoup. Moi, j'ai pas mal d'investisseurs où justement on rajoute chaque année un bout de capital investissement pour enclencher cette fameuse pompe de réduction d'impôt. Conclusion sur le capital investissement, eh ben, en fait, il va être accessible pour des petits tickets. Voilà, par exemple, si je prends l'exemple de l'outre-mer. Après, voilà, attention, hein, je dis bien attention, ça va dépendre euh, du projet, du millésime. Bien vous faire accompagner là-dessus, sur ne pas investir sur le projet, mais plutôt sur, enfin, ne pas investir, pardon, sur la réduction fiscale, mais bien sur le projet. Je vais avoir donc en point positif une réduction fiscale immédiate l'année d'après. Et point aussi important, hein, l'ensemble de ma plus-value, donc vous avez vu hein, sur le premier tableau, est exonéré lorsque je dépasse 5 ans d'investissement. Donc, c'est bien le cas. Donc, en fait, je ne vais pas avoir d'impôt sur ma plus-value. Je peux faire ce cas en fait tous les ans. Et justement, je suis plafonné par 12 000 euros par catégorie. Et bien sûr, il faut que ça rentre en compte dans mon plafond de niche fiscale de 10 000 euros. Donc ça, bon, bien vous faire accompagner sur un audit personnalisé, par exemple. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant. On peut aller chercher jusqu'à 3 600 euros de réduction d'impôt si je suis célibataire euh, pour cela. Et le dernier point, c'est ce que je disais au tout début, en fait, je peux choisir d'orienter mon épargne vers l'économie réelle, vers un besoin qui est identifié. Deuxième solution, on est très très bon dans le timing. Deuxième solution, il y a justement le fameux plan retraite. Alors, le plan retraite, il a plusieurs avantages. Premièrement, il va me réduire mon impôt au montant de ma TMI. Alors oui, hein, on déduit l'assiette, mais en fait, si je le convertis par rapport à mon taux marginal d'imposition, c'est comme si, globalement, je mettais le montant de mon investissement annuel. Donc, par exemple, je vais mettre 300 euros par mois sur mon plan épargne retraite. Si je suis à une TMI 30%, ben en fait, je vais récupérer 90 euros par mois de réduction d'impôt. Également, le plan épargne retraite, il va avoir un plafond de niche fiscale spécifique. Donc, c'est pour ça que je peux le combiner avec justement la première compartiment, donc on a vu tout à l'heure hein, sur le capital investissement. Alors, comment ça marche, ce plafond? En fait, il se trouve à la dernière page que je ne vous ai pas montré tout à l'heure de mon avis d'imposition. Vous avez un plafond épargne retraite avec un montant. Et ce montant-là, en fait, il peut être rattrapé sur les 3 dernières années. Donc, c'est un montant hein, cumulé. Donc, c'est 10% tout simplement de mon revenu d'activité. Également, je peux mutualiser, je peux utiliser le plafond de mon conjoint. Ça, c'est assez intéressant. Et il est hors plafond niche fiscale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc en fait, c'est pour ça hein, que je vais avoir un total à chaque fois, hein, chaque année, un total de plafond à utiliser pour justement investir sur mon plan retraite. Globalement, le plan retraite, attention, il n'est pas utile pour tous. Il est intéressant à partir de 30% d'impôt, vous allez voir tout à l'heure. Donc si je suis à une TMI 11%, c'est pas forcément en fait le projet qui est le plus en adéquation avec ma situation. Deuxième point, je le disais, c'est un plafond spécifique aux niches fiscales, donc ça c'est très intéressant. Le bémol, vous l'avez compris, il va être bloqué. Il va être bloqué jusqu'à ma retraite, sauf bien sûr cas de sortie anticipée, donc par exemple achat de résidence principale. Par contre, petite parenthèse, je vais avoir la fiscalité. Je vais avoir des avantages aussi hors fiscalité, donc ça c'est intéressant, je ne vais pas redonner mon impôt dans le cas où je vais avoir mon propre décès ou le décès de mon conjoint ou un surendettement, etc., etc. Je vais avoir deux choix possibles en cas de sortie. Je peux sortir en rente ou alors en capital immédiatement. Également, je peux avoir, tout comme certains autres dispositifs mis en place par l'État, un choix de bénéficiaire assez avantageux, notamment sur la succession. Parce que je vais pouvoir, justement, alors le bénéficiaire, qu'est-ce que c'est hein? C'est s'il m'arrive malheur, si je passe l'arme à gauche, qui récupère les fonds de mon contrat. Également, en fait, l'assiette qui sera dans ce contrat-là sera soumise à un abattement qui ne rentre pas en compte dans la succession jusqu'à 152 000 euros, 152 500 euros. Également, eh ben, je peux choisir mes types d'investissement, donc soit en revenu régulier, enfin, pardon, en investissement régulier tous les mois, ou alors en versement one shot hein, sur la fin d'année, par exemple, pour aller chercher une déduction sur l'année au global. Point important,
et ça, hein, trop souvent oublié. En fait, la particularité du PER, c'est que je repaye mon impôt à la sortie. Comment c'est calculé? Ben, en fait, je vais devoir redonner l'ensemble de mes versements, soit ma TMI à ma retraite. Donc, par exemple, si à ma retraite, je suis TMI 11 et qu'auparavant, j'étais TMI 30, je vais bien redonner mes versements multipliés par mon taux d'imposition 11%. Donc là, c'est intéressant. Également, les intérêts générés sont soumis au prélèvement forfaitaire, hein, de la flat tax de 30%. Alors, on pourrait se dire, OK, mais tout ça pour pas grand-chose, parce que au final, je vais devoir rendre en fait une partie de mon épargne sur plusieurs années à la fin quand je vais retirer. Et ben en fait, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que justement, le PER, donc investir dans un PER avec une réduction d'impôt, c'est simplement la première partie du chemin. En fait, la deuxième partie du chemin, c'est justement d'investir au bon endroit. Pourquoi? Bah parce que un PER, si je mets 300 euros par mois, je vais avoir en réalité, rappelez-vous, que 210 euros d'effort d'épargne. Cet effort d'épargne, il est amené à être investi, donc par exemple, sur un produit suivi et sur 20 ans, par exemple, admettons de 4%. Mais également, mon économie d'impôt, 90 euros par mois, bah, en fait, il faut que je le réinvestisse également sur, par exemple, un produit à 4%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, le but d'un PER, la deuxième chose, en fait, c'est de faire fructifier mon épargne. C'est pas simplement avoir de la déduction d'impôt. Donc, au sein de mon PER, si je fais un rendement de 28 000 euros, hein, donc là, j'ai pris l'exemple à peu près de 4%, 4,5%, donc assez prudent, hein, sur 20 ans, en fait, ça me ferait un capital de 100 000 euros. Donc, le but du PER, c'est bien d'avoir de la déduction, mais de jouer sur cette déduction pour investir. On est pas mal du tout sur le timing. Maintenant, c'est pour ça que je voulais absolument vous mettre un bonus pour vous donner du concret. Parce que oui, le PER, en fait, souvent, en fait, c'est simplement une coquille. Et après, ce qui est mis dedans, ça va pas être forcément suivi. Là, je vais juste vous donner un exemple d'investissement, de type d'investissement qu'on peut mettre dans un PER. On peut mettre beaucoup de choses. C'est comme d'autres produits, hein, financiers comme le plan épargne action, PEA, l'assurance vie, qui est un peu le cousin du PER. Mais en fait, on peut mettre pas mal de choses dedans, l'immobilier, des actions, on peut mettre même des fonds obligataires, donc ça va être par exemple des dettes de créances. On peut aussi mettre des produits structurés. Le produit structuré, justement, c'est ce que je vais vous présenter ce soir, un exemple d'un fonds, en fait, qui mixe, entre guillemets, les avantages du marché action et de l'obligation, qui est des dettes. Donc, c'est bien un titre de créance de droit français. Donc, globalement, comment fonctionne un produit structuré? Il va me permettre, justement, contrairement à le marché traditionnel, il faut savoir que le marché traditionnel, lui, je vais avoir des gains illimités. Vous voyez dans le schéma de gauche, si l'action sur laquelle j'investis, en fait, est multipliée par X%, mon portefeuille également. Par contre, perte illimitée également. Si je compare aux produits structurés, ben en fait, je vais avoir un hybride. C'est-à-dire que je vais être plafonné en gain. Je vais avoir comme un contrat, comme une obligation, un contrat de rendement, donc connu à l'avance. Et en contrepartie d'un gain plafonné, je vais avoir un airbag de sécurité grâce à un mécanisme de protection de capital. Si je prends un des exemples, donc par exemple, un partenaire sur lequel j'ai beaucoup de conviction depuis plusieurs années, ça va être dans le produit Exceltis. Donc là, ça va marcher comme le capital investissement par millésime. Donc là, pour l'exemple de ce soir, je vous ai pris le sujet d'actualité. Donc là, c'est celui de décembre 2025. Donc, on va voir que il va avoir plusieurs caractéristiques ce produit. Un, je vais avoir une durée de détention entre 1 an et 12 ans, le fameux contrat. Je vais avoir un sous-jacent financier. Donc, c'est par exemple un indice boursier. Dans ce cas-là, ça va être par exemple donc MSCI Transatlantique Multisector Select 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être un indice qui va se référencer à, par exemple, des entreprises sur le secteur européen et américain, avec 20 entreprises, par exemple.
Et du coup, ce sous-jacent, c'est je ne vais pas investir directement sur le marché, mais je vais observer cet indice, donc la variation de cet indice. J'ai une date de constatation, donc une date d'ouverture initiale. Donc là, c'est le 29 décembre 2025, le fonds commence. Je vais avoir un objectif de rendement, mais un contrat, c'est-à-dire que je connais à l'avance cette rémunération, elle est de 10% par an sur ce produit. Je vais également avoir une fréquence quotidienne de remboursement et je vais avoir un seuil de remboursement anticipé. Alors, vous le reverrez tout à l'heure, mais c'est tout simplement pour expliquer que je vais observer cet indice et je vais avoir un objectif qui va être de plus en plus simple à atteindre parce que je vais décroître de 4,5% d'objectif. Également, je vais avoir une sécurité, donc c'est le fameux airbag donc dans ce cas-là, hein, de 60% de gain sur mon capital. C'est-à-dire que jusqu'à 60%, je récupère l'entièreté de mon capital. Beaucoup d'informations, ça va être plus simple avec quelques graphes. Premièrement, justement, sur ce fameux rappel anticipé. Donc, comment ça fonctionne? Je vais avoir l'année 0. Donc, on a un sur 12 ans. J'ai l'année 0. On va regarder, rappelez-vous, l'indice sur lequel on n'investit pas. On va investir sur une banque, donc un émetteur. Hein, chaque produit structuré, c'est un émetteur. Cet émetteur va du coup, entre guillemets, parier sur la valeur d'un indice. Notre indice, MSI qu'on a vu tout à l'heure, il va évoluer dans le temps. Donc, on a une première année blanche et on va commencer à regarder à la date d'anniversaire au bout d'un an. Si le fonds est plus ou moins à 0% de la valeur initiale, mon produit est fini. Et ensuite, si le produit n'est pas fini, qu'est-ce qui va se passer? Mon objectif de dépassement va descendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, de 4,5 par an pour atteindre justement jusqu'à moins 45%. Et ensuite, je vais avoir mon fameux airbag de sécurité qui va s'enclencher la 12e année si mon indice se trouve entre moins 45 et moins 60%. Je vais avoir 100% de mon capital remboursé. Donc, maintenant qu'on a les règles du jeu, on va regarder quels sont les types de scénarios. Rappelez-vous, je n'investis pas directement sur l'indice. Donc, je vais regarder l'indice. Donc, par exemple, l'indice boursier va faire, au bout d'un an pile poil, 20% d'augmentation. Donc, il a fait 120%. Moi, j'ai respecté mon contrat parce que j'ai dépassé la valeur. Par contre, mon contrat, c'était 10%. Mon contrat s'arrête, je récupère 110% de la valeur. J'ai bien fait 10%. Ça, c'est la première. Le deuxième, admettons, les premières années, un indice boursier, en fait, il ne fait que descendre. Donc là, ça pourrait être la panique s'il avait investi en direct. Or, nous, notre contrat, il est valable jusqu'à 12 ans. Qu'est-ce qui se passe sur l'indice? Eh ben, au bout de 6 ans, il fait moins 17 par rapport à la valeur initiale. Sauf que, rappelez-vous, mon échéance baisse d'année en année. Or, la 6e année, les courbes se croisent, je respecte mon contrat, je récupère donc l'effet mémoire des 10% par an, donc 160% au bout de 6 ans. Le cas le plus défavorable, il faudrait que l'indice ne récupère jamais sa valeur et ne dépasse jamais justement la créance pour descendre jusqu'à moins 60, donc en dessous de moins 60, pardon. Et là, du coup, j'ai une perte actée en fonction de la valeur. Donc là, dans ce cas-là, je ne récupère que 38% de mon capital. Donc on pourrait se dire que oui, c'est un produit risqué, mais en réalité très, très maîtrisé. Pourquoi? Premièrement, parce que justement, ça va dépendre en fait de quel partenaire choisir. Celui-ci, en fait, va faire notamment donc sur ce millésime-là, euh, Irbis, donc la société émettrice de ces fonds, va faire en fait un ensemble de tests pour l'ensemble des millésimes et notamment pour celui-ci, en fait, voilà, ces tests sont réalisés en fonction des indices et des produits corrélés à l'indice boursier. Regardez, en fait, sur 2086 tests effectués, donc alors, quand je dis tests, c'est des calculs mathématiques financières, en fait, on a 70% de chances de sortir la première année, 10% la deuxième année, etc., etc. Donc 7 et 8 ans, pardon. Donc globalement, risque maîtrisé. Maintenant, si je regarde en réalité, donc ça, c'est des calculs
financier. Mais si je regarde, par exemple, l'historique des Exceltis, donc ce qui se fait depuis 2020, et ben en fait, l'ensemble sont sortis. C'est-à-dire que chaque fonds, donc ça va dépendre de la valeur, hein, il y a des fonds qui ont un an, d'autres un an et demi de contrat. En fait, l'ensemble sont sortis. Également, hein, bah là, je ne l'ai pas affiché, mais voilà, si on peut voir, pardon, je l'ai affiché. Certains fonds, donc par exemple septembre 2024, est sorti. En fait, certains fonds de 2024 commencent à sortir également. Donc, bien aussi s'appuyer sur l'historique des choix, en fait, des produits. Également, on a parlé de 12 ans de durée potentielle moyenne, hein. En fait, l'historique sur 5 ans, hein, sur l'ensemble des fonds, donc c'est à peu près 4-5 par an. En fait, c'est 1 an et 3 mois de sortie moyen. Donc on pourrait se dire, bah, du coup, c'est dommage, j'ai investi qu'un an, mais c'est pas grave, j'acte 10% de rentabilité. Ok, donc pas mal d'informations. On est très très bien dans le timing. Je vais pouvoir prendre les questions dans 2 minutes. Si je conclus, l'imposition, en réalité, bah, en fait, bon, ça, vous l'avez compris, hein, bah, en fait, faut pas le confondre avec évasion fiscale, fraude en évitant de déclarer, en oubliant quelques cases à déclarer. Là, l'objectif d'aujourd'hui, c'était d'optimiser avec des produits mis en place par l'État. Deuxième point, sur les attentions, eh ben, ça doit être adapté à votre projet. Aujourd'hui, on a parlé de produits, mais c'est l'audit qui est important. C'est est-ce que j'ai assez de finances pour bloquer, par exemple, 7, 8 ans ou bloquer retraite. Il faut que ça soit donc adapté à mon projet. Également, eh ben, vous l'avez compris, je peux choisir, je peux décider d'orienter mes finances, mon impôt, vers l'économie réelle, vers des projets sur lesquels je peux avoir des convictions sur tout type d'horizon de placement et bien sûr en fait d'année en année en avançant avec justement les lois de finances de l'État et justement je peux à chaque fois d'année en année en fait orienter l'ensemble de mon impôt vers quelque chose qui me parle. Maintenant, en fait, on a été très très bon dans le timing, sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a appris pas mal de choses ce soir. On a vu comment marche l'impôt, on a vu les règles également, on a vu quelques types de solutions qui existaient. En fait, c'est faire justement un point de la situation. Parce que globalement, aujourd'hui, on a du quoi? Donc du produit. On a parlé de solutions, de capital investissement, de PER, de produits Exceltis. Euh, mais on a aussi parlé de comment. Le comment, c'est quel montant je suis éligible. Est-ce que je vais utiliser du stock? Est-ce que je vais utiliser du flux d'épargne? Et je vais avoir mon pourquoi. Le pourquoi, c'est mon objectif réel. Est-ce que je dois épargner pour les études des enfants? Est-ce que je dois épargner pour des revenus complémentaires dans 20 ans, pour ma retraite, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se concentre sur le quoi. On se concentre sur le produit. Je vais faire appel à un conseiller externe, par exemple, qui va me présenter une plaquette commerciale sans écouter mes projets. Contrairement à ce qu'on a vu aujourd'hui, même si aujourd'hui on a parlé de produits, il faut se concentrer sur le pourquoi. Donc, comment? Hein. C'est tout simplement faire un audit. Moi, je vous invite, hein, pour ceux qui n'ont pas encore fait, en fait, de vous faire accompagner, faire un audit personnalisé, de comprendre votre situation, parce que tout le monde peut être accompagné, que ce soit un étudiant pour épargner quelques euros pour préparer des revenus complémentaires, ou même des retraités pour optimiser la fiscalité, mais aussi la succession. Et c'est ensuite, une fois qu'on a travaillé hein, sur cet ensemble, et ben, que je vais pouvoir définir mon comment et en fait ma solution, le quoi à la fin. C'est vraiment dans cet ordre-là, hein, je vous invite vraiment à reprendre en fait ce schéma, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, il nous reste 9 minutes, on est très très bon dans le timing. Alors je vous invite, alors avant de commencer de parler de la suite, hein, alors la suite c'était pour les prochains événements qui arrivent sur l'année 2025-2026. N'hésitez pas à partager vos questions ou allumer le micro si c'est plus simple pour y répondre. euh, et si vous voulez revenir sur quelques sujets. Et si pas de questions, je parlerai de la suite. Ok. Alors j'attends encore quelques minutes parce que d'expérience, le temps d'écrire, etc. Donc prenez votre temps. Petit moment de silence, mais ne pas hésiter, hein, si vous préférez écrire ou juste prendre le micro.
Euh, je sais que la conférence était très intense, très rapide. Voilà, j'ai essayé de respecter le timing, mais voilà. Du coup, je vais parler de la suite le temps que les questions arrivent, s'il y en a. Globalement, premièrement, vous avez reçu normalement un petit questionnaire de satisfaction. Ou alors, voilà, c'est simplement hein, c'est une fiche d'évaluation qui justement en fait m'aide beaucoup dans les démarches pour avoir votre retour sur justement ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, hein, ça prend 2 minutes maximum. Vous pourrez le faire ce soir ou demain avec plaisir. Euh, je vous partage également l'actualité un peu justement bah, de ce qui va suivre sur les prochains mois. Alors, vous avez vu tout à l'heure euh, un exemple de produit sur Odyssée, hein, donc le fameux capital investissement. Et bien justement, en fait, avec quelques confrères, on a co-organisé, on a fait venir en fait sur un webinaire lundi prochain à 20h, on a fait venir justement le gérant qui va en fait expliquer comment fonctionne l'ensemble des millésimes et comment est-ce qu'il va choisir justement les nouvelles entreprises. Hein. C'est un peu comme pour ceux qui connaissent qui veut être mon associé, hein, ce genre de fonds. En fait, ils ont une sélection précise de fonds et en fait, ils vont parler de tout ça sur donc lundi prochain à 20h. C'est évidemment gratuit. Pour ceux qui sont intéressés, hein, n'hésitez pas dans le questionnaire à revenir vers moi ou me demander, je pourrais vous envoyer l'invitation. Également, alors c'est vrai que bah, du coup, j'en ai pas parlé aujourd'hui, hein, même si en introduction, vous avez compris le métier de conseil. Je fais aussi partie d'un pôle de formation et j'organise également avec d'autres confrères des matinées découvertes pour les personnes bah, qui souhaitent découvrir un peu plus sur le métier. Donc sur le métier, que ce soit accompagner des proches, avoir des revenus complémentaires ou changer d'horizon professionnel. On organise également des matinées. Donc là, la prochaine, hein, c'est le 15 novembre à Montparnasse. Donc café croissant, 52e étage de la tour. Et parler également de conseils en investissement et gestion patrimoniale. Pour finir, le 24 novembre, un fonds de private equity également, sauf que là, alors c'est pas lié à la réduction d'impôts, mais c'est plutôt lié à un investissement premium. Donc vraiment, quand je dis premium, c'est pour les investisseurs aguerris, hein, donc bien faire l'audit en amont, mais c'est un fonds multidiversifié de capital investissement, donc ce que vous avez vu tout à l'heure, accessible à 100 000 euros, et bah, justement assez technique parce que justement une diversification très importante. Donc pour les curieux, pour voir ce qui se fait en fait sur justement sur la place, n'hésitez pas, pareil, à venir le 20 à 20h. Pareil, hein, on a fait venir avec quelques confrères le gérant, le partenaire euh, de justement d'Interinvest, une partie d'Interinvest pour ce fonds-là. Également, pour finir, alors là, hein, on se projette à l'année prochaine parce que bah, pour ceux qui connaissent, hein, je co-organise également un grand événement. Donc, au Mindmaster, donc c'est au Paris Grand Rex, le 10 et 11 avril 2026. En quoi ça consiste? Bah, en fait, c'est tout simplement un jour et demi sur trois grandes notions. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est un énorme TEDx à la française. Donc, c'est des interventions de 20 minutes sur l'entrepreneuriat, l'éducation financière, le leadership. Donc, c'est un jour et demi. Et tout ça, hein, ça sera présenté par tout simplement les meilleurs conseillers de France. Mais c'est pas que lié hein, au domaine de l'investissement et le conseil patrimonial. C'est vraiment donné à tous sur bah, justement les trois thématiques. Et justement, bah, il reste quelques places encore à tarif réduit. Voilà, donc ne pas hésiter à revenir vers moi pour les plus intéressés. Et puis voilà. Euh, et bah, on est parfait niveau du timing. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, euh, que tout est clair. Ça marche. Voilà, je vous propose bah, de rester bah, quelques minutes pour ceux qui veulent. Et puis, euh, et puis, vous pouvez rejoindre le repas alors, pour ceux qui n'ont pas mangé. En tout cas, bravo à tous hein, pour tous être restés le lundi soir, premier jour de la semaine, jusqu'à 20h30, pour parler de fiscalité. Sujet voilà, important. J'espère que, en tout cas, c'est un peu plus clair pour vous maintenant. Et puis voilà, en tout cas, ravi en tout cas de vous avoir présenté tout ça ce soir. Et j'espère vous retrouver dans d'autres événements, prochaines conférences que j'animerai sur les prochains mois, prochaines années.
Merci à tous également, hein.